Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi matin dans la matinale d'info de Public Sénat avec les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec TV5 Monde aussi, deux parties dans cette matinale. Vous le savez, dans un instant c'est le journal des territoires, je vais vous y retrouver. Et puis à 8h après la météo, eh bien, c'est l'invité politique de Territoire d'Info ce matin en direct sur ce plateau, c'est Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics qui sera notre invité politique. Tout de suite c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Notre-Dame-des-Landes, les terres de la ZAD aiguisent les appétits. Alors qu'ils ont jusqu'à ce soir pour compléter le projet agricole qu'ils doivent soumettre au service de l'État, les occupants de la ZAD ne sont pas les seuls à s'intéresser au bocage de Notre-Dame-des-Landes. Certains agriculteurs espèrent aussi déposer leur dossier dans les prochains mois et la question divise fortement les organisations professionnelles. Bertrand Prat pour Télé-Nantes. Dans les bureaux de la Chambre d'agriculture, c'est le dossier dont tout le monde parle, l'avenir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et pour cause, plusieurs de leurs adhérents sont déjà dans les starting blocks. On a des jeunes qu'on connaît déjà chez nous, qu'on accompagne dans leurs projets d'installation. Certains sont connus déjà depuis un an et aujourd'hui s'affichent en disant je suis prêt si demain, au mois de septembre 2019, il y a des choses concrètes et de la place sur Notre-Dame-des-Landes. On a toujours dit dans le département de Loire-Atlantique, priorité à l'installation. S'il n'y a pas de jeunes qui veulent s'installer, ensuite en rang numéro 2, l'agrandissement. Et après, on voit s'il y a des gens de l'extérieur et autres, si vraiment il n'y a pas de candidats autrement. Mais entre l'installation et l'agrandissement, je pense qu'on va rapidement trouver repreneur sur la zone. Encore faudrait-il qu'il reste des espaces disponibles. Sur la ZAD, les terres agricoles représentent 1250 hectares. Une grande partie, environ 950 hectares, devrait revenir aux agriculteurs déjà installés. Il reste donc 300 hectares environ à répartir. À qui reviendront-ils? C'est toute la question. Après avoir soutenu le mouvement anti-aéroport, la Confédération paysanne affiche sa préférence pour les occupants porteurs de projets. Moi, je considère que les gens qui sont, entre guillemets, légitimes pour ce territoire, c'est bien les gens qui l'occupent. Alors, à la fois, ces nouveaux habitants, c'est-à-dire ces gens qui sont là, des fois, depuis 2, 3, 4, 5 ans. Donc, je considère qu'ils ont bien plus de légitimité que des paysans qui viennent d'autres zones du département. Un consensus entre les organisations agricoles sera très difficile à trouver. Tous s'accordent néanmoins sur un point. La répartition de la ZAD devrait durer des mois. Et c'est bien le propriétaire, l'État, qui sera décisionnaire. Alors que la loi Asile-Immigration a été votée en première lecture hier au Parlement, des initiatives d'associations sont à mettre en perspective. Créé en février, par exemple, le collectif Migration 59 propose à des volontaires des Hauts-de-France d'accueillir des migrants de Calais chez eux le temps d'un week-end. Ils peuvent alors retrouver des conditions de vie décentes le temps que leur séjour se passe et la chaleur d'un environnement familial. Les volontaires peuvent soit être conducteurs et faire la navette entre Calais et les hébergeurs, soit accueillir des migrants ou bien les deux. Marine Kijek pour WEO TV. Lucille et Lucas ont des invités un peu particuliers pour le week-end. Frères et sœurs, John et Philry sont érythréens et viennent de la jungle de Calais. La famille les accueille du samedi au lundi matin, l'occasion pour les deux jeunes gens de retrouver durant 2 jours des conditions de vie décentes et un peu de chaleur humaine. Là, on s'est dit, on a un moyen d'agir concrètement, juste de donner à l'espace d'un week-end un petit peu du repos, ils viennent, ils prennent leur douche, ils lavent leurs affaires, ils sont tranquilles, ils dorment beaucoup, voilà. Et c'est pas grand-chose, mais en fait, on est content de pouvoir le faire aussi et d'agir à un petit niveau, mais de faire ce qu'on peut faire, quoi. John et Philry ne parlent pas anglais. Si la communication n'est pas toujours simple, les sourires sont là. C'est la 4e fois que la famille accueille des migrants grâce au collectif Migration 59. Sophie Gigot, membre du collectif, tient à rassurer les personnes qui n'oseraient pas passer le cap.
Ouvrir sa porte à des inconnus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout ou plus du tout dans nos habitudes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur est des deux côtés. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes qui ne parlent pas notre langue, qui ne sont pas dans notre pays. On les emmène à 100 km de Calais. Ils ne savent pas où ils sont. Ils sont à notre merci dans les familles. Et donc, ils sont extrêmement angoissés. Et quand on les voit, leur propre inquiétude est désarmante. Et c'est ça qui permet très souvent de passer le cap. Et ensuite, une fois qu'on a hébergé une fois, très souvent on recommence parce que ce sont de très belles aventures humaines. Sortir de la jungle pour retrouver le temps d'un week-end, une vie décente et presque normale. Voilà, sans transition, on part en Bretagne où le marc de café est utilisé en guise d'engrais. Valoriser le marc de café des restaurateurs, c'est le pari de Champicycle, un projet d'économie circulaire, comme on dit, porté par une start-up de Quimper et de Fil à vélo, un service solidaire de livraison à vélo. Ça s'appelle Fil. Sa vocation, faire pousser des champignons sur les résidus de café. Reportage de Fanny Coconnier et de Christophe Boucher pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Chaque semaine, dans ce restaurant lorientais, près de 10 kilos de marc de café s'entassent. Depuis cet automne, ils ne partent plus à la poubelle. Alban Kervella, comme 3 autres commerçants lorientais, le met de côté pour qu'il soit collecté. Ici, on fait à peu près 500 kilos de café par an. Donc on fait 500 kilos de déchets après, derrière, une fois que le café est moulu. Donc nous, il n'y a pas de contrainte particulière, si ce n'est de garder le café plutôt que jeter les 500 kilos dans la poubelle. Ça coûte rien, ça rapporte rien non plus, mais ça nous mène dans une démarche plutôt écolo et donc dans l'air du temps. Ce café conservé, un livreur passe le chercher 2 fois par semaine. L'entreprise d'insertion Fil à vélo, issue de l'association Optimisme, teste ce dispositif. On collecte entre 20 et 30 kilos par semaine. C'est une démarche à la fois solidaire et locale. Et puis c'est une démarche environnementale, puisqu'on assure cette collecte de marc de café à vélo, donc ça veut dire qu'on n'émet pas de CO2. Et on réutilise ce qui aurait été des déchets et on les transforme en ressources. C'est ici, dans ce container, que le marc de café se transforme en ressources. Chaque semaine, Albin Montorez fait pousser 6 kilos de pleurote avec 60 kilos de marc de café. À la tête de l'entreprise Cornouailles Ressources Innovation, il teste le concept à Quimper, mais veut le décliner. L'idée de Cornouailles Ressources Innovation, c'est de développer des équipements clés en main sur le thème de l'économie circulaire. Et donc le premier équipement, c'est un container qui va permettre de valoriser le marc de café par de la culture de champignons. Et le concept de la société, c'est de valoriser des ressources de proximité. Le projet est imaginé pour être viable économiquement. À la fin de l'année 2018, Champicycle veut reproduire ce container autonome en énergie à Lorient. Chaque semaine, avec 700 kilos de marc de café, l'entrepreneur espère cultiver 70 kilos de champignons et les transformer en chips. Il veut aussi y développer l'élevage de vers pour faire du compost et ainsi valoriser totalement le déchet et créer de l'emploi. Luluberlu, c'est le nom de cette petite librairie d'Ourtin en Gironde, une institution locale qui a bien failli disparaître lorsque son propriétaire est décédé. Véritable lieu de vie de ce petit village du Médoc, 3 amis se sont associés pour la faire revivre. Une jolie histoire que nous raconte Franck Poirot pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Depuis ce lundi, les habitants de Ourtin ont enfin retrouvé leur maison de la presse librairie. Elle vient de réouvrir après plusieurs mois de fermeture. Créée à la fin des années 60, cette boutique était une véritable institution locale, un lieu d'échange et de vie autour de la presse et des livres. Et c'est un grand bonheur que ça soit rouvert. Ça manquait quand même un petit peu depuis un mois là. Et puis, c'est l'ouverture de tous ces livres. Moi, je suis un rat de bibliothèque alors. La boulangerie et la maison de la presse, ce sont les 2 magasins les plus importants du pays. Cette maison de la presse librairie a pourtant failli disparaître avec le décès de son propriétaire l'été dernier. Elle a été reprise et remise sur pied par 3 amis qui se sont associés pour l'occasion. Delphine Bertrand a travaillé durant 17 ans dans cette boutique aux côtés de l'ancien propriétaire. Sylvie Cook, quant à elle, n'est ni plus ni moins que sa nièce. Quelques semaines avant sa disparition, toutes deux lui avaient fait part de leur envie de poursuivre son activité de libraire à Ourtin. C'est une histoire de famille. Il y a mon grand-père et ma grand-mère qui créent le magasin dans les années 60, 68, là, il y a 50 ans. Après, il y a mon père qui travaille dans l'ombre, qui le développe, ma mère qui crée la librairie. Et puis après, mon oncle qui prend et qui amène une générosité, une bonté aux gens, une culture, quelque chose de vraiment particulier. Quelques mois de fermeture et de travaux plus tard, les 3 associés, en rouvrant cette boutique, comptent bien continuer de faire vivre ce lieu comme par le passé.
C'est un lieu de rencontre ici. Les gens aimaient bien venir discuter avec Jean-Jacques. Il avait toujours, il suivait l'actualité de très près. Il était féru de sport, il était féru de musique, féru d'histoire. Et les gens aimaient bien venir discuter avec lui. Donc j'espère nous, on veut conserver cet âme. Et après, le changement qu'on y amène, c'est amener le livre devant. Les 3 nouveaux propriétaires souhaitent donc faire perdurer cet état d'esprit. Ils comptent inviter régulièrement des auteurs à venir rencontrer leurs lecteurs. Ils ont apporté une touche personnelle en ouvrant un espace jeunesse, mais ils ont conservé aussi comme un clin d'œil au passé ce qui faisait l'âme de cette librairie, le bureau de l'ancien propriétaire trône en bonne place dans la boutique. Voilà, on poursuit cette revue de l'actualité préparée par Soumaya Benaïssa avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. On démarre avec Ouest France, une une internationale évidemment. Emmanuel Macron est aux États-Unis. Macron chez Trump, les enjeux d'une visite, titre à la une le journal de François-Xavier Lefranc. Pour l'Union, c'est les gagnants de la grève SNCF. Les grèves de la SNCF ne font pas que des mécontents. Les transports alternatifs ont en effet le vent en poupe. Bus, voitures de location réalisent de très bonnes affaires. C'est à la une de l'Union de Reims dirigée par Sébastien Lacroix. Pour le Télégramme, grève, nos conseils pour des vacances réussies. Il s'agit de vacances, et vous l'imaginez bien, en Bretagne. Et puis pour le Populaire du Centre, édition Haute-Vienne, un des journaux du groupe Centre France, coordonné par Olivier Bonichon, entre les murs de la fac occupée. C'est la fac de lettres de Limoges qui a été bloquée tout au long des vacances. C'est un reportage exclusif auprès des étudiants qui l'ont occupée, à la une du Populaire du Centre. Pour le Midi Libre, dirigé par Philippe Pala, vaccin, comment balayer les peurs face à la défiance d'un tiers des Français? Les médecins se mobilisent pour convaincre. Intéressant cette une du Midi Libre. Pour la Dépêche du Midi, directeur de l'information José Biosca, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry, c'est le mariage pour tous, 5 ans déjà, voté le 23 avril 2013. Après 6 mois de débat, la loi instituant le mariage pour les couples de même sexe est entrée dans les mœurs. C'est ce qui a changé, qui est décrit dans la Dépêche aujourd'hui. Pour la Voix du Nord, dirigé par Pierre Mauchamp, rédacteur en chef Patrick Jankelevitch, c'est notre région, celle du Nord, et celle qui recrutera le plus cette année à la une, disent-ils. On embauche, c'est une bonne nouvelle, et c'est dans la Voix du Nord aujourd'hui. Pour la Provence, dirigée par Franz-Olivier Gisbert, il faudrait 3 vélodromes. Pour la Ligue Europa, OM Salzbourg, J-3, la demande de billets s'est révélée si abondante que l'équivalent des 3 stades olympiens aurait pu être rempli pour cet événement. Ça ne m'étonne pas, on est à Marseille. Voilà, à la une de la Provence. Club de la presse avec Michel Richard, éditorialiste au Midi Libre justement et au Point. Bonjour Michel, merci d'être avec nous en ce lundi matin. Et Cyril Péter, bonjour Cyril. Bonjour. Présenter le Parisien supplément écho du lundi que dirige Jean-Louis Picot. Merci d'être sur ce plateau. Avec vous, Michel Richard, nous allons examiner le fait que les députés français ont adopté hier en première lecture le projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile, au terme de discussions animées et jugées chaotiques par l'opposition. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait au sein du groupe majoritaire, La République En Marche, des voix dissonantes. Et franchement, faut-il s'en étonner? C'est le principe même de République En Marche que justement d'avoir un peu d'air et que la discipline de parti ne soit pas absolument respectée. Alors, là, ce que l'on voit, écoutez, je vais dire quelque chose de tout à fait bizarre. Tout à l'heure, on a comme invité Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action Gérald Darmanin. Et des Comptes publics. Voilà, quelqu'un qui a voté contre la confiance de ce gouvernement, qui a voté contre le budget de ce gouvernement, qui est secrétaire d'État. Parfait. Et puis, d'un autre côté, on voit un député Jean-Michel Clément, qui n'est pas d'accord avec le texte. Franchement, c'est son droit. Un député, il a le droit de penser ce qu'il pense, n'est-ce pas? Et alors lui, comme dans n'importe quel vieux parti du vieux monde, eh bien on le menace d'exclusion. Il préfère prendre les devants en se mettant en congé de son parti. Quitter la majorité, voilà. Oui, il le fera. Il quitte la majorité. Or, tout ça est un peu pitoyable, je dois dire. Richard Ferrand l'a su comme garde-chiourme. Je ne suis pas sûr que ça soit très bon. En tout cas, ça en dit long sur la peur de ce gouvernement qu'existent en effet des frondeurs qui ont fait tant de mal au précédent président. Alors Cyril Péter, le Jean-Michel Clément, donc ce député qui quitte la majorité parce qu'il ne veut pas voter cette loi, c'est quoi le premier des frondeurs
du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et en plus, il connaît, parce que c'est un ancien socialiste, donc comme s'il avait l'expérience de s'opposer justement à la majorité de son clan. Il se permet justement d'exprimer ses idées, comme vous dites, et voilà, c'est le premier, il faut dégainer. Et Ferrand sort le pistolet et le flingue. Alors, rétention des étrangers en voie d'expulsion, c'est un peu ça la clé de cette loi, ce qui fait polémique aussi, Michel Richard. Oui. L'opposition l'adore. Alors, l'opposition de droite, LR. On a entendu beaucoup Éric Ciotti, qui est monté au credo. Absolument, évidemment. On voit bien là que sur ce sujet-là... C'est l'évolution controversée de cette loi. Oui. Puisque donc, en 2 mots, la rétention va être prolongée, elle va doubler, passer de 45 jours à 90 jours, tandis que les recours, après une première décision, vont être divisés par 2. D'où, effectivement, les états d'âme d'un certain nombre de députés de la majorité, et puis la droite, les Républicains, comme le Front National, car là-dessus, il n'y a pratiquement pas de différence qui trouve que tout ça est encore trop complaisant et témoigne d'un certain aveuglement face à la submersion migratoire. Alors, avec une position qu'on n'attendait pas de la part de Jacques Toubon, qui est le défenseur des droits. Oui, alors... 273 enfants, dont de nombreux nourrissons, ont été enfermés par la France, a-t-il dit. C'est fort, ça. Oui. Ah, mais c'est incroyable. Effectivement, on ne s'y attendait pas. Enfin, il faut revenir au Jacques Toubon des années Chirac pour évidemment s'étonner. Il faut rappeler qu'il appartenait au RPR, qu'il a même été un des dirigeants du RPR, absolument. Et parfois considéré comme un des plus durs. Exactement. C'était pas un tendre humanitaire. Eh bien, il est devenu, comme quoi on peut changer, c'est très bien. C'est vrai que ce sont des phrases... très, très fortes et très dérangeantes, parce que pour le coup, elles mettent en cause une certaine idée que l'on peut avoir de la France. De même sur le débat sur le délit de solidarité. Jusqu'où et jusqu'à partir de quand peut-on aider un migrant étranger, donc en situation irrégulière, dans ses démarches, etc. C'est le devoir d'humanitaire, là? Oui, c'est ça. On a fait là, on a libéralisé un petit peu cet article en disant que quand il s'agissait d'assurer la dignité de l'homme et si je puis dire, sa survie, eh bien, il y aurait une exception à ce délit de solidarité. Alors, de l'autre côté, il y a à l'Assemblée Jean-Luc Mélenchon également qui a dénoncé une solution barbare. Cyril Péter, il est monté fortement au créneau cette loi. C'est en général sa tactique, justement, monter très fort pour faire du bruit à chaque fois et attirer vers lui les caméras pour justement aussi incarner le premier opposant plutôt que les socialistes. Et donc voilà, c'est la stratégie des insoumis et ça marche puisque dans les sondages, justement, les insoumis sont... comment dire, vu comme le premier parti opposé à Emmanuel Macron. On dirait que les jalons sont posés là à propos de cette loi, Michel Richard. Oui. On voit maintenant comment la physionomie politique des parlements est. Bien sûr, il y a. Quelle est aujourd'hui ? Il y a 2 partis radicaux, voilà, le Front National et ce sont les Insoumis. LR et FN à l'unisson. Et alors, pour le coup, sur ce texte-là, absolument, oui. Alors, ça, on en vient à parler de votre édito, Le Tempo, qui est l'édito du dimanche dans le Midi Libre, mais qu'on retrouve dans le midilibre.fr ce matin. Laurent Wauquiez ne perce pas. Alors, est-ce que c'est une des raisons évidemment pour laquelle Laurent Wauquiez ne perce pas? Vous faites allusion aux sondages qui ne sont pas bons pour le président des Républicains, son positionnement, qui est jugé très dur, par vous en tout cas, dans ce papier. Voilà, tout ça fait que Laurent Wauquiez ne sort pas, n'émarge pas de tout ça. Oui, voilà quand même 1 an, pratiquement, que Emmanuel Macron est au pouvoir. Donc 1 an que la droite a pris ce cataclysme. Bon, très bien. Et Wauquiez, il a beau tout faire pour exister. Et Dieu sait qu'il tient des propos tout à fait impressionnants. Macron n'aime pas la France, Macron ne connaît pas le pays. Vous écrivez Macron tout ça pourquoi Macron tout ça pourquoi et tout ça pourquoi Pour qu'il se retrouve à égalité de Benoît Hamon dans les sondages et dans
dans une simulation de présidentielle, n'est-ce pas, il est au diable Vauvert. Alors ça montre quoi? Ça montre que en effet les deux seuls partis qui continuent d'exister sont les partis les plus radicaux, extrêmes, donc extrême droite, extrême gauche, les Insoumis, Front National, et que tout ce qui a constitué les fondamentaux de la vie politique des 30 dernières années, c'est-à-dire le Parti socialiste grosso modo et la droite, appelons-la républicain, RPR, comme on veut, eh bien, sont encore dans un état de magma, de fusion et de confusion surtout. Et on voit bien que la difficulté de Wauquiez, c'est que quand il est dur, il mécontente une partie de son électorat qui garde pour Macron les yeux de Chimène, et quand il est complaisant, enfin pas complaisant, mais disons de bonne foi, car il ne peut pas se renier complètement. Les députés républicains ont voté la réforme de la SNCF. Ils ne pouvaient pas dire qu'il fallait cette réforme et ne pas la voter. Il y a des limites au reniement. Et donc il est entre ces deux choses-là, le malheureux Wauquiez. En tout cas, pour l'instant, rien ne marche. Alors, la patience est un travail de réflexion, et vous dites que Laurent Wauquiez n'en est guère friand. Oui, voilà, il faut du temps. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut du temps, il faut de la patience, il faut un travail de fond. Et on voit bien que le garçon, il a une impatience, il a des fourmis dans les jambes, et il voudrait quand même prendre la lumière. Michel Richard, son édito Laurent Wauquiez ne perce pas, dans le midilibre.fr ce matin, on le voit à l'écran actuellement. Entrepreneur venu d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant que traite le supplément Écho du Parisien, dirigé par Jean-Louis Picot. Et puis vous écrivez plusieurs articles dans ce supplément. Cyril Péter, merci d'être sur ce plateau ce matin. Alors c'est intéressant, ce sont des Syriens, des Américains, des Allemands, hommes et femmes, tous arrivent en France, créent leurs entreprises, font leur business. Et alors tous pointent quand même encore quelques difficultés administratives. C'est ce qui ressort de ce dossier quand même. En parlant justement de la loi Asile-Immigration, on a voulu prendre l'exemple de cette réfugiée syrienne arrivée il y a 6 ans parce que militante opposée à Bachar el-Assad. Et pour elle, évidemment, ça a été un peu la galère. Le plus difficile, c'est de comprendre le système français. Voilà, elle est directe. Non, mais c'est vrai. Elle a dû se mettre à apprendre cette langue française et comprendre aussi les rouages de l'administration française, trouver les bons interlocuteurs pour créer une entreprise. Au final, elle a réussi 6 ans après. Elle est sur le point de créer son agence touristique à Paris en étant accompagnée par 2 associations spécialisées. Lynn Al-Masri, Exactement, voilà, 36 ans. Alors elle est arrivée un peu par hasard en France. Elle avait envoyé sa demande de visa en Australie et en Suède. Et au final, c'est la France qui a donné son feu vert en premier. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée en France. On a aussi d'autres parcours. Parce que leurs motivations sont tous très différentes. Exactement, c'est ça. La même vision, ne serait-ce même que de notre pays. Le but, c'était d'avoir vraiment une palette très large avec la Syrienne qui arrive un peu par hasard en France et l'Allemand qui, lui, est en France par amour pour son pays de cœur, comme il dit, mais aussi par amour pour sa femme, puisqu'il s'est marié avec une Française. Et donc là, c'est un ressortissant européen, donc pour lui, tout a été facile en fait. Il n'a rencontré aucun obstacle. Alors, très intéressant, une Américaine, puisqu'on en est à célébrer l'amitié avec les États-Unis. Emmanuel Macron est à Washington. Il y arrive en tout cas 9 mois pour obtenir son titre de séjour commerçant pour Claire Schaeffer, 27 ans, originaire de Houston, au Texas. Eh oui. Alors elle, c'est parce que sa sœur avait choisi d'apprendre l'espagnol qu'elle a choisi le français. Et donc, elle a étudié en France. Et puis, en sortant de l'école de commerce, déjà, l'environnement business, elle le connaissait. Elle s'est associée à une Française. Et donc, elle dit justement, heureusement que j'étais avec une Française pour me lancer dans l'entrepreneuriat en France. Parce que moi, toute seule, pour comprendre ce système français, évidemment, ça aurait été galère. C'est valable dans l'autre sens, je vous confirme. J'imagine. Les Français s'installent aux États-Unis. Et alors, ça leur plaît, c'est ça qui est incroyable, c'est que ces gens qui viennent évidemment d'horizons très différents, de Syrie, d'Allemagne, vous le disiez, ça c'est nos voisins, des États-Unis, ils aiment au fond, ils s'y font. Quand on lit le supplément d'un bout à l'autre, très intéressant d'ailleurs, on voit qu'au fond, ça marche. En témoignent les chiffres, les derniers chiffres qu'on a de l'INSEE qui datent de 2014 montrent qu'un créateur d'entreprise sur 10 est étranger.
Donc c'est beaucoup, c'est essentiellement dans le commerce, l'hôtellerie, restauration, encore la construction. Et donc en effet, ils ont des parcours différents, ressortissants européens ou pas, fuyant une guerre ou pas, mais leur point commun, c'est de vouloir faire grandir leur entreprise en France, tout secteur confondu. Est-ce qu'il y a un petit effet Emmanuel Macron sur tout ça? Est-ce que ce sont des gens qui considèrent maintenant que la France est peut-être plus accueillante pour leur projet depuis qu'Emmanuel Macron est président? C'est en tout cas ce que nous a dit l'entrepreneur allemand dans l'hôtellerie. Lui, il est convaincu justement qu'il y a un vent d'optimisme qui souffle sur la France. Et cela se traduit, selon lui, par des bonnes réformes fiscales et économiques qui vont dans le bon sens pour les entreprises. Alors, réformes fiscales et économiques vont dans le bon sens pour les entreprises. C'est la clé pour le futur, pour développer ce type de partenariat de venue d'étrangers en France. La fiscalité, c'est insuffisant justement pour développer le business. Mais on va dire, pour un entrepreneur, se dire qu'on va payer moins d'impôts et qu'on va être enfin aussi compétitif que nos voisins allemands ou britanniques, c'est en tout cas ce qu'ils disent, ça va permettre justement peut-être d'investir un petit peu plus, de recruter un peu plus et donc de retrouver des marges, etc. Cyril Péter, merci. Donc, dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, le supplément éco, dirigé par Jean-Louis Picot, entrepreneur venu d'ailleurs, de Syrie, d'Allemagne, des États-Unis, des exemples précis de gens qui se sont installés en France et qui s'y plaisent. Voilà, pour entreprendre. Et puis, l'éditorial de Michel Richard, Le Tempo dans le midilibre.fr. Laurent Wauquiez ne perce pas. Merci, à tout de suite Michel Richard, vous serez là pour le débrief de l'invité politique de 8h, qui est un ministre, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Olivier Dussopt, qui est notre invité dans quelques minutes, juste après la météo. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui, ça se rafraîchit un peu, et dans les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, là les moyennes évidemment font augmenter ce temps-là. Tout de suite, on se retrouve pour 8h. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.